j'entends votre conclusion sur cette confiance dans le modèle social européen et un discours que je trouve teinté sur la situation économique de pas mal d'optimisme. Alors je ne sais pas si c'est du volontarisme ou de l'optimisme par rapport à des études, mais juste quelques réflexions, et non pas en souhaitant que vous vous trompiez, parce que je ne souhaite pas du malheur pour mon pays, mais à vous entendre, ce qui serait une tendance vers le retour au plein emploi. J'observe que les chiffres de l'INSEE sont plutôt mauvais de ce point de vue-là pour la fin de l'année en termes d'indices et notamment de remontée du chômage. De même, je trouve que les quelques phrases que j'entends sur la question du logement et du crédit me semblent pour l'instant être là aussi malheureusement un vœu pieux qui ne correspond pas à la situation donnée de relance notamment de la construction. Et enfin, vous parliez des entreprises. Là, je puise simplement sur les chiffres de la Banque de France. 2023 était le record en termes de faillites d'entreprises, avec 55 000 faillites, c'est-à-dire le plus grand nombre depuis 2017. Et je terminerai aussi sur la question, la bonne nouvelle qui peut apparaître comme le fait que les salaires, depuis quelques mois, après un phénomène inverse qui s'est étalé sur du long terme, ce qui fait qu'on aura du mal déjà de toute façon à rattraper assez vite l'écart. Effectivement, les salaires de manière moyenne sont au-dessus de l'inflation, sauf que c'est sur la moyenne de l'inflation et que c'est moins vrai si on prend, par exemple, l'augmentation des prix alimentaires et autres, qui évidemment impactent plus les revenus disposant de faibles salaires. Donc je prends déjà avec des pincettes quand même le cadre global que vous me donnez sur la suite. Le deuxième point, c'est que vous parlez de la question de maîtriser les déficits et la dette publique. Bon, vous savez que je considère que ce n'est pas aujourd'hui la question qui devrait être absolument prioritaire. Je vous fais grâce parce que je l'ai déjà expliqué ici pourquoi je considère que la dette est encore aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, quelque chose d'assumable et de supportable. Mais en tout cas, pour ma part, elle me semble moins prioritaire que les investissements nécessaires, notamment en matière de transition écologique. Et là, quand vous dites qu'au niveau de l'Europe, en gros, les conditions sont réunies pour le maintien du modèle social européen écologique, moi je crois que dans les deux cas, on a malheureusement aujourd'hui la réinstauration, et je ne suis pas seul à le critiquer, M. Draghi, il y a peu de temps, porter des critiques à la fois sur la politique de baisse des dépenses publiques et la politique de l'offre qui s'attaque principalement à la question du prix du travail. J'ai l'impression que l'Europe est en train, au contraire, de revenir, après le quoi qu'il en coûte lié au Covid, sur une politique monétariste et d'austérité avec des contraintes nouvelles réaffirmées par Bruxelles et une politique écologique qui n'est pas au rendez-vous sur les investissements qu'il faudrait en termes de transition écologique. Donc je suis moins optimiste que vous, notamment par rapport aux autres blocs économiques dans le monde, où là, il y a une peur de décrochage. Et je voudrais rappeler quand même, puisqu'on cite souvent les chiffres de déficit public français comme étant finalement la preuve d'un décrochage français, mais quelque part, si l'an dernier, on a pu se féliciter d'avoir une croissance meilleure que les Allemands, bien meilleure que les Allemands, ça a aussi un lien en fonction des dépenses publiques et du modèle social français qui protège un peu plus dans un moment de risque de récession que justement les politiques plus monétaristes de type allemande. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a un débat qui s'ouvre actuellement sur cette question. Et pour ma part, les annonces du gouvernement sur la baisse de la dépense publique dans les années à venir me semblent problématiques à la fois pour la question de la bifurcation écologique, pour les besoins sociaux des Français, mais même cette année, parce qu'en général, ce n'est pas dans les moments où il y a un reflux économique qu'on le fait, sur l'activité économique. Donc ça, c'est, j'allais dire, peut-être nos désaccords, en tout cas une approche différente. Par contre, je note avec satisfaction qu'on partage un même constat, qui est en gros l'idée que j'ai trouvée dans une certaine formule, c'est-à-dire que la question n'est pas tant de savoir comment on augmente les impôts, mais d'arrêter de mal les baisser. Et moi, ce que je pense, c'est que les 6 années que nous venons de vivre, le constat, c'est qu'on les a mal baissés de manière inégale et de manière qui sont finalement pas forcément favorables à l'activité économique, aux dividendes certainement, mais pas à l'activité économique. Donc vous rappelez effectivement que certaines niches profitent majoritairement aux plus grands groupes, au CAC 40, et avant tout aux ménages les plus favorisés, et qu'elles sont encore nombreuses à être anti-écologiques. Vous soulignez également les effets négatifs de cette politique qui contribue au déficit et nous coûte aujourd'hui 2 points de PIB.
Vous ne préconisez donc pas seulement de couper dans la dépense publique, mais aussi d'augmenter les recettes en revoyant certaines niches, en taxant les rentes, en améliorant le ciblage des allègements de cotisations sociales et en élargissant des assiettes pour aller, je vous cite, dans le sens de la justice. Donc là, on va se retrouver là pleinement sur cette préoccupation, c'est-à-dire de s'occuper aussi des dépenses fiscales et, j'allais dire, d'une fiscalité à la fois plus juste et plus efficace. Pourriez-vous donc préciser dans votre pensée ou vos éventuelles préconisations, notamment sur la question des élargissements d'assiettes, quelles impositions pourraient être concernées, la taxe sur les transactions financières par exemple. Bon. D'autre part, la Banque de France s'est lancée dans une cotation climatique des entreprises, une notation verte en d'autres termes. Je pense que c'est effectivement une bonne idée, en particulier après avoir appris que les banques continuaient de financer massivement les énergies fossiles. Je regrette toutefois qu'elles n'interviennent que maintenant et qu'elles ne s'accompagnent d'aucune contrainte ou au contraire que les entreprises vertueuses ne bénéficient pas de meilleures conditions de financement. Ne pensez-vous pas qu'il soit désormais nécessaire d'aller plus loin en mettant à contribution la politique monétaire pour accélérer la bifurcation écologique et en recrutant les agents nécessaires à sa mise en œuvre? Et donc, ça sera mon dernier point, qui est peut-être un peu moins agréable, monsieur le gouverneur, mais on en a parlé une première fois en tête-à-tête, mais je ne peux pas ne pas évoquer le rapport sur les risques psychosociaux qui a été présenté le 23 avril au Conseil social et économique et qui révèle les conséquences des transformations menées à la Banque de France. Je sais que vous considérez que les constats sont essentiellement à charge et vous apparaissent difficilement exploitables, mais n'empêche, ce rapport pointe un ensemble de transformations menées, je cite, au pas de charge, réduction des effectifs de 26% depuis 2015, accentuation de la rémunération à la performance, augmentation du point d'indice de 7,9% entre 2013 et 2023, inférieur à une inflation de 19%, perte de sens, externalisation de certaines fonctions. Et cette transformation d'ailleurs pas achevée, puisqu'il est prévu de fermer 9 caisses avec inévitablement des dégradations de conditions de travail à la clé. Ma question là, sur ce thème, c'est est-ce que l'application d'une logique de baisse des dépenses dans la gestion des services publics n'est-elle pas la cause ou une des causes d'une augmentation du mal-être des agents et une menace pour nos services publics qui a été notée dans ce rapport? Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous poser ces questions. Monsieur